La personne est fragile en fait. La personne est fragile et en certaines circonstances, elle pourrait être corruptible. Voilà. Tu vois, donc le problème c'est que les personnes, elles sont fragilisées par eux-mêmes, par leur action en fait. Parce qu'elles ne savent pas s'entourer de gens incorruptibles. Parce que souvent les révolutionnaires historiquement, c'est intemporel ce que je viens de dire. Oui, tu as dit ça comme ça. Ce que je dis c'est intemporel. Souvent les révolutionnaires, ils sont... C'est beau ce mot-là, intemporel. J'aime bien Oui, ce mot-là. intemporel, ça veut dire que quelles que soient les générations, évidemment. C'est humain, c'est dans le génome, c'est dans la génétique, évidemment. Ça se reproduit. Hein. Moi, je constate les mêmes comportements de génération en génération. Je ne vais pas préciser tout ça, mais... Donc, en fait, ça veut dire que c'est génétique, donc ça se reproduit indéfiniment. Quoi. Bah, c'est ça. Donc, il ne s'agit pas de porter un jugement, hein, tu vois, mais bon, il faut être lucide par rapport à ce qu'est l'être humain. C'est dans l'ADN, c'est dans le code génétique, on va dire. Donc du coup, il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit de constater les faits. Voilà, donc je parlais de l'acte révolutionnaire en soi, c'est l'acte de pureté, évidemment. L'acte de pureté révolutionnaire, il est lié à l'incorruptibilité, évidemment, quelles que soient les époques. Alors c'est vrai à l'époque 1789. Bon, ensuite, le problème c'est que dans les rangs de leur royauté, parce qu'il y a certains royalistes qui se plaignent de la situation actuelle, mais le problème c'est qu'ils ont laissé la corruption s'installer dans leur rang. C'est ça le problème. Parce que vous devez être indéfectible, hein, les gens. Les gens qui veulent perpétuer un système entre guillemets juste, ce qu'ils considèrent comme juste. Ils doivent être dans un premier temps incorruptibles et sans concession relativement à leur connaissance. Il ne s'agit pas de faire de concessions, sinon vous portez la révolution en vous, quoi. Si vous laissez la corruption s'installer dans vos rangs, vous portez la révolution en vous, mais sans le savoir. Donc du coup, après, ne vous plaignez pas, Voilà, l'acte révolutionnaire, il est pur. C'est ça que j'ai dit. Donc du coup, voilà quoi. C'est binaire, mais il faut... je sais que ce genre de problématique est fondamentalement d'une très grande complexité. Mais on essaie de simplifier les choses. On part du présupposé qu'il va falloir simplifier les choses pour pouvoir résoudre des problématiques à minima. Mais il ne faut pas être dupe. C'est pas parce qu'on simplifie les choses pour résoudre une problématique à l'instant T d'un continuum historique qu'on porte la vérité en soi. Hein. Il suffit de... il faut être humble par rapport à l'analyse. La vérité, entre guillemets, elle est d'une complexité, je dirais, infinie, à l'image du cosmos. L'humanité porte une vérité, des vérités, mais dans la complexité de l'infini. En termes de puissance d'analyse, l'infini porte en lui-même la puissance d'analyse absolue. Mais nous sommes limités, nous. Hein. Nous sommes limités, il faut le savoir. Il faut rester humble. Mais il faut chercher la vérité. Mais ensuite, il ne faut pas penser la détenir. C'est ça. Et ensuite, contre les autres, la détenir contre les autres. Non, il faut la porter, il faut porter une vérité, et ensuite un semblant de vérité. Et ensuite, éventuellement, si on obtient des convergences citoyennes, pour parler en termes de phraséologie révolutionnaire, on va dire, des convergences citoyennes. Voilà. Parce que depuis 200 ans, nous sommes dans une espèce d'archétype, un archétype sociétal. Mais c'est dans l'absolu, c'est très bien tout ça, c'est très beau, mais le problème c'est que l'humanité, elle est d'une très grande complexité. Alors qu'une révolution, elle simplifie abusivement l'histoire. Une révolution simplifie abusivement les faits pour pouvoir acter d'une réalité, pour pouvoir agir en conséquence. Mais à chaque fois que des révolutionnaires agissent, ils vont léser des personnes. Ils vont rendre des personnes malheureuses, évidemment, parce que l'action, elle fait simplification. L'action est un acte simplificateur à l'extrême. Et toute simplification est abusive, évidemment, parce qu'on ne tient pas compte des disparités, des complexités sociales. Voilà, on ne tient pas compte de ça. Alors, c'est ça le problème, c'est que les gens, souvent, sont dans l'immobilisme parce qu'ils ont peur, justement, de se heurter à cette complexité. Ils sont dans l'immobilisme, mais ils en ont conscience. Alors c'est ça la question, finalement, la vraie problématique, c'est ça. Avoir peur de rester dans l'immobilisme ou bien acter un acte révolutionnaire pur. Et évidemment, léser des personnes qui ne comprennent pas la dynamique, qui ne comprennent pas les concepts défendus. C'est ça, c'est d'une extrême complexité. Et après, évidemment, l'histoire est dure, hein, l'histoire juge. Les jugements de l'histoire sont durs, très durs. Et souvent, les jugements de l'histoire, ils sont liés
à la capacité d'analyse de certaines élites. Je parle des professeurs d'histoire, de sociologie, etc., qui ont travaillé sur les questions depuis 20-30 ans. Évidemment, ils sont en capacité d'analyse, mais ils restent humbles, ces gens-là. Ces gens-là restent humbles, il faut le savoir. Et là, le problème, c'est que les slogans, ils sont simplificateurs, mais à dessein. Mais les gens qui simplifient les slogans, ils le font à dessein. Je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire. Mais l'action est toujours simplificatrice. Parce que dès qu'on met le nez, dès qu'on on explore la complexité, on ne peut plus agir. Parce qu'on se dit, on est tout de suite embriqué, on est tout de suite prisonnier d'un réseau de contradictions. Et c'est ça le problème. Alors les grands révolutionnaires, ils le savent, ils connaissent la complexité de l'histoire, de la trame historique, mais ils agissent quand même en sachant que, tu vois, en sachant que c'est beaucoup plus complexe. Évidemment, après, il s'agit de faire du discernement, procéder à discernement. Parce que les contextes sont... Bon, il faut rester humble, c'est ça le problème. Souvent, les gens, ils sont pas humbles, ils donnent des leçons. Non, les vrais révolutionnaires, en termes d'imaginaire pur, de pureté imaginaire, ils sont humbles. Ils savent qu'ils sont limités en termes d'analyse, ils le savent. Ils le savent, mais ils ne le disent pas. Attention, ils ne le disent pas parce que ça pourrait porter préjudice à leur action dans une temporalité fixée. Mais t'as fait des grandes études, toi? T'as fait quoi comme études? Non, moi en fait, le problème c'est que tu vois, quand tu as un parcours personnel, tu fais des études relativement pour suivre des gens qui sont dans une certaine voie. Mais en fait, ça ne correspond pas à ton intériorité propre. Moi, je suis graphiste. Ah oui. Moi, humainement, dans mon intériorité propre, je suis juste graphiste tagueur. Tu vois, je fais de l'art. C'est ça qui correspond. T'as graffé? Non, oui, mais je fais de la peinture, moi, c'est ça. Ah oui? Mais après, ce que je fais en parallèle, tes tableaux chez toi? Ça correspond pas. Oui, évidemment, partout. Mais le problème, c'est que ça correspond pas à ce que je suis. Et ton autre graffeur, c'est comment ton nom? T'as un nom de graffeur? Non, j'ai plusieurs pseudos, mais le problème, c'est que j'essaie de me constituer parce que, en fait, il y a une dissociation de la personnalité dans cette affaire-là. Tu vois, quand tu veux être entre guillemets conforme à certains archétypes, tu es dissocié en fait. Mais la vraie nature n'est pas conforme. Il n'y a pas de conformité quand tu parles de vraie nature de l'homme. La vraie vocation de l'homme, elle n'est jamais conforme. Elle est conforme, elle est en devenir. C'est quelque chose qui est en construction. On parle d'expérientiel en évolution, quoi. Tu vois, il y a une trame personnelle qui... On parle de... En fait, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer dans 2-3 jours. Quand tu es vraiment dans ta propre personnalité. Tu es un acteur, hein. Tu es un acteur quelque part, un acteur de soi-même. Et ça correspond à une énergie pure. C'est-à-dire que tu es dans l'investigation de ta propre énergie. Mais en fait, ton énergie, elle est à l'image de l'énergie cosmique en fait. Tu vois, c'est ça le truc. Il faut le savoir. Et en même temps, il y a des paramètres de réalité. C'est-à-dire que nous sommes programmés pas plus de 70, tu vois... en fait, il y a des reproductions cellulaires. On n'a pas le droit de dépasser, en fait, entre guillemets, le droit de dépasser chez une programmation génétique quelque part. 110 ans, 120 ans, tu vois. Et alors, par qui avons-nous été programmés? Par quelle entité? Ça, c'est la question. Et il y a une question aussi que j'ai bien aimée quand tu as parlé la semaine dernière. Tu as parlé d'un truc, tu as dit, il y en a qui, moi j'y crois, les extraterrestres, j'y crois pas ou j'y crois. Mais si on nous a mis ça dans la tête, c'est qu'il y a peut-être quelque chose quand même. Non, mais disons que nous sommes autorisés à penser, j'avais dit, nous sommes autorisés à penser. Ça veut dire que ce que nous sommes en capacité abstraite, c'est-à-dire que nous avons tous une capacité d'abstraction extrêmement limitée. C'est graduel d'une personne à l'autre. Le problème, c'est que d'une personne à l'autre, on utilise 1/100 de notre potentiel, et même pas 1/1000 peut-être, de notre potentiel cérébral et neuronal. Donc du coup, alors la vraie question c'est la suivante, comment utiliser beaucoup plus que 1% de notre potentiel cérébral? C'est ça le truc. Comment faire en sorte d'utiliser, alors moi je cherche, hein, mais j'ai toujours pas réussi. Ah ouais. J'ai toujours pas réussi à aller au-delà du 1%, même pas du 1/100000 de capacité cérébrale pour résoudre des problématiques. Alors des fois je me teste sur des problèmes de base, mais je me plante, évidemment. Parce que, mais il faut trouver, il faut chercher en tout cas. Il faut chercher, mais on est bridé en fait. C'est comme un scooter bridé à 5 ans. Je te coupe juste après je te reprends. Tu vois, la semaine dernière, j'ai vu un monsieur qui a dit, le jour que les gilets jaunes et la police seront ensemble, on aura gagné.
Ben, Oui, regarde. non, Eh ben, mais... regardez, tu vois, ils discutent. Voilà, Oui, mais là, et ben voilà. ils font un travail d'accompagnement. Voilà. Mais voilà, donc oui, non, mais la police. Alors le problème, c'est que il faut faire attention des affrontements horizontaux. Le 23, il y aura peut-être éventuellement des affrontements horizontaux. C'est ça. Mais moi, je me méfie de l'horizontalité de l'affrontement. Le problème, c'est que les gilets jaunes, souvent, ils se sont inscrits dans un process révolutionnaire alors que ça n'était pas révolutionnaire au départ. Parce qu'il faut savoir que, historiquement, parce que quand même, on peut faire une analyse avec le recul. Toutes les révolutions, à chaque fois, elles ont toujours été ascendantes. Toujours. Elles ne sont jamais à l'horizontale. Et quand elles arrivent, quand vous avez un précaré révolutionnaire qui arrive à maturité, c'est-à-dire qui s'empare des institutions, c'est intemporel évidemment, eh bien ils sont toujours dans l'ascendance. Vous pourrez remarquer qu'ils sont toujours dans l'ascendance. C'est-à-dire qu'ils se sont entretués entre eux. Être dans l'ascendance révolutionnaire, ça veut dire que, au-delà des concepts défendus qui sont avérés, qui sont assimilés par une masse qui sont entendus comme vrais, établis comme vrais, entre guillemets vrais, évidemment, eh bien les gens, ils sont toujours dans une phase ascensionnelle. C'est-à-dire, c'est toute la démarche de Trotsky. Trotsky avait bien compris qu'est le process révolutionnaire, ce qu'est un process révolutionnaire. Il avait parlé de révolution permanente. Évidemment, le concept de révolution permanente prévoit l'ascendance révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est toujours, on veut arriver à un point culminant. Et tant qu'il n'est pas atteint, parce qu'en fait, c'est une remise en cause systémique, en fait. Parce que le système se réinstalle. C'est comme une procédure informatique qui se réinstalle, quelles que soient les attaques qui lui sont perpétrées. Tu vois, elle se réinstalle immanquablement. Imagine un virus qui se réinstallerait. Tu vois, tu attaques le virus, tu as des procédures d'attaque du virus, et le mec, le virus, il est personnifié quelque part. Il se réinstalle dans le système, mais quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles que soient les méthodes pour l'arrêter, il se réinstalle. Et bien politiquement, c'est la même chose. Hein. Le concept de révolution permanente, ça me paraît fondamental. Même si je ne le défends pas forcément, parce qu'après, il a été dénaturé, évidemment, mais ça me paraît fondamental. Il y avait un chanteur qui chantait ça. Ah bah c'est Moustaki. Oui. Moustaki qui chantait cette chanson, je crois. Mais écoute, révolution permanente, c'est fondamental. C'est-à-dire, Georges Moustaki. C'est-à-dire, c'est une capacité de remise en cause de toutes les vérités qui sont installées à l'issue d'un process révolutionnaire. Il faut tout remettre en cause. On va s'arrêter là, c'est le vrai révolutionnaire. Arrête-toi, mais tu vois, c'est ça le problème, c'est que il a sorti un concept fondamental qu'il ne maîtrisait pas et qui s'est retourné contre lui, parce que le problème, c'est que il y a une semaine, je parlais de combien de divisions. C'est-à-dire qu'il faut avoir des gens qui te supportent dans ton concept. Et Trotsky n'avait personne, parce que le problème, c'est que tu as une oligarchie, hein, même en Russie, tu as une espèce de institutionnalisation du pouvoir qui s'est installée. Et ensuite, la révolution permanente, ça remettait en cause un ordre établi à l'instant T. C'est-à-dire un ordre révolutionnaire. Qui n'était plus révolutionnaire. J'ai une question aussi, parce que... Il n'était plus, parce qu'il était installé déjà. Donc on n'est plus dans la révolution, là. J'ai une question, parce qu'il y en a dans les commentaires, des fois, ils te disent... moi, je lis pas tes commentaires. Non, mais c'est pas grave. Il y a un mec qui a dit moi, j'écoute pas un mec qui met le masque. Pourquoi tu mets le masque, toi? Non, mais j'ai pas mis le masque, j'ai montré mon... Oui, je sais. Non, c'est pour des raisons personnelles, ça n'a rien à voir avec du biologique. Ah, c'est pas les trucs... voilà. Mais non, moi, je suis pour de... Non, c'est autre chose, c'est un truc personnel. D'accord, c'est personnel, mais ça n'a rien à voir avec... Ça n'a non, parce rien qu'il y en a à qui voir, croient que... Tu sais, parce qu'on dit que des fois, les gens qui ont le masque... Mais qu'ils arrêtent de se prendre la tête avec voilà, ça, les gens, tu sais... de société, moi, un jour, j'ai fait... moi, j'ai voulu rigoler, il y a une dame qui est tombée là-bas, putain. Mais attention, les gens qui disent que le virus n'existe pas, eh ben, je peux leur dire qu'il existe vraiment et qu'il a une action sur les organes ciblés d'une personne à l'autre relativement à sa capacité, parce qu'on a un système immunitaire qui défend certains organes plutôt que d'autres, parce que de par ton parcours de vie, tu as porté atteinte à certains organes plutôt qu'à d'autres. Non, mais attention, c'est un vrai virus, attention. Les gens qui pensent que ce n'est pas un vrai virus, c'est un vrai virus. Alors le problème, c'est que la véritable interrogation sur le virus, justement, c'est l'origine du virus. Est-il d'origine attends, on est sur YouTube, émane-t-il de laboratoire, ou bien est-il naturel par zoocontamination? Je sais pas. Non, zoocontamination, ce qui est la version officielle, mais c'est possible, hein, parce que étant donné les méthodes d'élevage des animaux, et étant donné l'effondrement du vivant, c'est possible qu'il y ait des virus inconnus
une fois qu'il y a déforestation et destruction de l'environnement, il se peut qu'il y ait des virus inconnus qui réémergent, mais qui se répandent sur l'humanité entière. Il y a des animaux qui sont au cœur du... Par exemple, en Amazonie, tu as des animaux qui sont totalement à l'écart du monde, au cœur de l'Amazonie. Évidemment, si on pratique une déforestation meurtrière, ces animaux vont être en contact avec, entre guillemets, la civilisation. Ils vont transmettre des virus, alors qu'ils étaient à l'écart. Ils sont totalement à l'écart du monde, un autre monde. Ils vont transmettre des virus. Alors évidemment, là, je disais un jour que le front de l'écologie radicale, c'est fondamental, il se situe en Amazonie. C'est pas seulement un symbole, c'est fondamental. Et en fait, l'Amazonie doit être préservée à hauteur de 95%. 5% peuvent être offerts à exploitation. 5%, mais autour en périphérie. Parce que, attention, c'est périlleux. Hein. Il y a des virus qui sont au cœur de l'Amazonie, qui n'appartiennent qu'à des espèces particulières et qui ne sont même pas identifiées. Il ne faut pas que ces virus soient en contact avec le restant du vivant. Il faut qu'ils restent dans leur sphère de continuement, tu vois, dans leur sphère... voilà, et c'est tout, il ne faut pas que ça sorte. Si ça sort, ben, ça sera lié à l'action de l'homme. Mais tout ton savoir là, tu as lu des livres. Tu as lu des livres, comment tu sais? Les gens. Non, mais il n'y a pas de savoir. Comment tu sais tout ça là? Tu parles. Mais non, l'intuition. T'es autodidacte. T'es autodidacte. Oui, non, mais évidemment, non, mais. Écoutez, moi le problème c'est qu'avec l'informatique, avec l'internet, on a accès à des informations. C'est ça. Mais moi j'ai une capacité extrêmement limitée. Je viens de dire que j'arrive pas à décrypter des choses élémentaires. Des choses élémentaires, je me plante dessus. Alors que j'ai une formation et je me plante dessus. Donc évidemment, il faut rester humble par rapport à ça. Et en même temps, notre contingence, elle est d'ordre de la temporalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser, je vais dire, 70 réplications cellulaires. On ne peut pas, on est programmé pour ça. On ne peut pas dépasser. Mais les grands, entre guillemets, oligarques, les grandes fortunes, il faut savoir qu'elles ont investi justement sur la réplication cellulaire. D'accord. Elles ont investi là-dessus dans la recherche. Parce que là, ça fait déjà 20 minutes. Elles veulent au-delà de 70 réplications possibles. Merci François. Ils veulent aller au-delà de ça. Mais je te le dis, c'est ça. On fera ça à la suite la semaine prochaine. Des milliards là-dessus. Voilà, ok, merci. Voilà. Oui. Ouais. Bon, allez, merci. Oui, continue comme ça. Tous les liveurs, moi je m'adresse à tous les liveurs, et à toi, Trotti Taxi, à Réservoir Apps, Rémi, et à d'autres qui sont... Parce que je sais que le 23, il y aura d'autres liveurs. Ah bah là, il y a les gros qui vont venir. Notamment Rémi de Brut, etc., qui seront dedans. Voilà. Mais ils ne sont pas dans les petits, parce que souvent, c'est dans les petites manifs qu'il y a des concepts. Parce que le concept fondamental peut être défendu dans une petite manif. C'est ça. Alors que dans une grande manif, c'est une espèce de massification. Et souvent, il y a l'acte en soi qui consiste à massifier, c'est un acte simplificateur. Et c'est un acte quelque part qui est problématique. C'est à lui qui va prendre la parole maintenant. Voilà. Bon, merci François. Vas-y, salut. Salut, à samedi, à samedi, merci. Et là, il y a Nina Simone. On finit sur Nina Simone. À tout bientôt.